14 mars 2026, je vous retrouve sur YouTube. Mon nom est Marc Harriman. Et puis, en premier lieu, dans cette émission, je remercie chaleureusement l'équipe de YouTube qui nous a fait connaître avec cette petite chaîne sociale qui a plutôt un joli succès, qui était même assez inattendu. Et je voudrais donc remercier l'équipe YouTube chaleureusement de votre très bon accueil sur votre site. Je dois aussi, et oui c'est important, remercier l'équipe de Google et même leur faire un peu de publicité parce que ils nous en font beaucoup et tout est gratuit. Eh bien j'utilise le navigateur Google qui est le plus rapide du monde et je remercie toute l'équipe Google qui a placé nos vidéos dans son navigateur, ce que n'a pas fait des navigateurs comme Opera ou autres, puisque tous les autres navigateurs sont des navigateurs d'opérette. Alors que l'avantage avec donc Google, c'est qu'il respecte le rêve américain et que n'importe qui a un talent quelconque, eh bien, peut réussir, peut avoir du succès avec YouTube et Google, deux sites 100% gratuits. Et non, on n'a pas acheté notre succès sur YouTube, j'ai refusé de participer à une sorte de marchandage et je consulte aucun site suspect. Les vues que vous voyez sur cette chaîne sont réelles et parfois, eh bien, il arrive qu'il y ait que 2-3 vues, parfois même 0 vue. C'est comme ça. Mais la dernière vidéo de Claude, du 11 mars 2026, a battu tous les records, établissant en quelques heures pratiquement 400 vues. Alors merci chaleureusement à YouTube, à son équipe merveilleuse et à Google. Si vous cliquez sur cette vidéo, c'est parce que le sujet que vous attendez, c'est la mort de Claude François en profondeur et on va aborder la suite de ces émissions. Mais tout d'abord, je ne peux pas manquer de respect, je pense à mon coco. Mon coco, c'est Claude François Junior, c'est le fils de Claude François, le fils aîné, et Jean-Marc. Et d'ailleurs, on va voir une petite photo que je vais vous commenter. Regardons ensemble cette très belle photo de Claude François de 1977 avec ses deux adorables enfants. On retrouve Claude qui tient donc dans sa main un crayon de couleur et puis il regarde un de ses enfants, c'est Jean-Marc. Oui, c'est lui qui le regarde, puisque Coco est contre son père. Vous voyez, il est photographié contre son père. Très très belle photo. J'ai voulu vous montrer cette photo parce que Claude était très attentif. Il aimait énormément ses enfants. Et je peux vous dire que le jour de la mort de Claude François, Jean-Marc a cassé tout le jardin qu'il y avait au moulin de Danemois et il a tout massacré, pleurant la mort de son père et il pensait même pas que ça lui ferait aussi mal. Il a cassé les fleurs, quand je dis cassé, déchiré, déchiqueté, il a absolument tout cassé qui avait lieu au monde du jardinage. Et quand on sait que Claude aimait le jardinage, on voit vraiment qu'il a voulu finalement projeter son amour à travers le monde matériel à qui il a reproché la mort de son père. Il reste à savoir si Claude François est mort, là aussi c'est pas si certain. Qu'est-ce qui est vrai dans la mort de Claude François? Est-il mort le 11 mars 1978 ou alors y a-t-il une histoire cachée dans l'histoire? Première constatation, c'est que Marie-Thérèse, attachée de presse de Claude François, est informée depuis un petit moment que Claude est mort, et pourtant, alors que il est réellement mort, enfin du moins par le pompier, qui n'était pas sûr exactement à cause d'un électrocardiogramme qui fonctionnait mal, et oui, il avait une machine en mauvais état, et sur le moment, il a même pensé que Claude pouvait être tout à fait en vie. D'ailleurs, Valéry Giscard d'Estaing, prochainement, on écoutera la suite de son interview sur Claude, avait étrangement mobilisé deux experts de la réanimation en pleine nuit, pensant lui-même que Claude n'était pas mort. Toute une histoire quand même, quand à 14h35 on annonce dans toute la France que Claude François est mort, eh bien c'était pas l'avis des experts qui se sont rendus à un peu plus de 22 heures dans son appartement.
Mais c'est important de regarder à la loupe la mort de Claude François et de comprendre mais qu'est-ce qui ne va pas au fond. Regardez les précédentes émissions parce que celle-ci va vous paraître un peu fade, parce que c'est un thème aujourd'hui qui est très très court, où on aborde quand même un détail, un élément qui est quand même assez troublant dans la mort de Claude, qui laisse penser à un canular complètement général qui aurait pu être organisé par le chanteur et même d'autres personnes. Il n'est pas impossible que Claude ne soit pas mort, et ça c'est important de le dire. On va voir donc une deuxième photographie avant de commencer cette émission, et je vous commente cette photo. Nous voyons complètement sur votre droite, quand vous regardez votre écran, que ce soit votre écran de PC, de téléphone, ou alors un autre écran, peut-être de télévision, nous voyons dans un beau orange métallisé la très belle Prisca que j'appelle Nadine, puis Sandra, regardez, Sandra très jolie, charismatique, en jaune, puis en rouge, un beau rouge, Sylvia Borg, que vous connaissez sous le prénom de Danny Borg. Et ensuite Julie, la très belle Julie d'ailleurs qui fait une petite grimace avec un jeu de langue. C'est la provocation pour que les photographes s'appliquent. Voilà. Et Claude, n'oublions pas Claude François au centre de cette image tout de même, excusez-moi, j'allais l'oublier. Ou d'ailleurs il vous salue, regardez avec la main, beau pull rouge, et à la fin de sa vie, à la fin de son existence officielle, on va dire, puisqu'officieusement il aurait même vécu beaucoup plus longtemps que le 11 mars, mais officiellement il portait uniquement un pull rouge sur le dernier mois de sa vie. Un pull rouge qu'il porte, et d'ailleurs ce pull est justement ici, dans ma collection privée, et certainement que prochainement, je pourrais peut-être le revêtir devant vous. Pourquoi pas. Aujourd'hui, nous parlons d'un canular généralisé. Pourquoi on parle d'un canular? Dans la précédente émission, on avait déjà abordé le thème, parce qu'on est forcé de constater que dans la mort de Claude François, il y a des éléments qui reviennent. Tout d'abord, le chanteur, contrairement à tout ce qui vous a été dit, n'a jamais eu l'intention de faire cette émission. Non, il ne voulait pas faire cette émission, il l'avait même annulée auprès de Michel Drucker plusieurs jours avant d'aller en Suisse. Ah oui, plusieurs jours. Il avait dit textuellement à Michel Drucker que selon lui, il faisait trop d'émissions avec lui, c'était une émission de trop, et puis il avait fait l'émission de Noël qui lui semblait quand même assez proche de ce mois de mars, et il aurait été préférable, il disait, de tout annuler. D'ailleurs, le jour de sa mort, Michel prend contact avec lui et lui dit « Mais Claude, tu vas pas me faire un mauvais coup, tu vas venir. » Et voilà que Claude François recommence et émet des doutes sur sa venue dans cette émission, expliquant qu'il serait peut-être mieux de le remplacer et de demander si John Hallyday n'était pas libre par hasard. Malheureusement, ce samedi 11 mars, l'idole des jeunes, l'idole du rock'n'roll qu'on aime aussi infiniment pour ses très belles chansons et son charisme de rocker français qui est quand même légendaire et qui a apporté énormément de bonheur à tous les Français par ses très belles chansons. Non, Johnny n'était pas libre. Il était absolument pas libre. Que va-t-il dire le jour de la mort de Claude François? Ça, vous ne le savez pas. Il expliquera quand il apprend la mort de Claude François, être choqué. Il était en état de choc, John Hallyday, et tout ça, ça vous a été caché. Et j'essaie de vous ramener dans le passé au plus proche de la vérité et de la réalité des faits historiques et exacts. Une journaliste arrive à avoir une interview de John Hallyday assez rapide, qui d'ailleurs n'a pas été diffusée à l'époque, donc vraiment inédite, qui a été diffusée qu'en presse. John Hallyday explique le 11 mars qu'il est en état de choc de la mort de Claude François. Et il ne comprend pas qu'un homme qui connaît aussi bien l'électricité et qui était sur les plateaux de télévision parfois à régler lui-même les systèmes électriques. Il explique avoir vu ça. Claude François réglait plusieurs fois plein de systèmes électriques et être souvent dans des câbles électriques. Il a vu ça.
Il ne comprend pas comment Claude François se serait électrocuté, lui qui connaît si bien le monde de l'électricité. Il dit qu'il ne comprend pas la mort de Claude François, insiste bien sur le fait qu'il est certain d'avoir vu Claude François plusieurs fois régler des systèmes électriques et qu'il connaissait mieux l'électricité que la plupart des gens du métier et surtout la plupart des chanteurs, puisque Claude avait sa propre sono et s'occupait pratiquement de tout, même de l'électricité. Le chanteur John Hallyday ne comprend pas la mort de Claude François, expliquant qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans l'histoire. En plus, il aurait touché une applique murale les mains mouillées. Pas persuadé que l'histoire est vraie, alors il émet un doute supplémentaire et explique auprès de cette journaliste qu'il pense que Claude François était peut-être en état d'ivresse, explique-t-il, que revenant de Suisse, il avait peut-être bu de l'alcool pour fêter quelque chose, un moment important, une émission anglaise, et qu'en buvant un peu trop d'alcool, un peu sous d'ailleurs, accidentellement, il avait oublié le sens de la réalité, et donc posé ses mains sur cette applique murale, et se serait électrocuté. Mais John Hallyday ne croit pas à la mort de Claude François telle qu'on nous l'annonce à cette époque-là. Il émet des doutes. D'ailleurs, quand on lui dit que Claude François est mort, il pense que c'est un peu étrange. C'est une mort qui lui paraît bizarre, mais elle pourrait être vraie, dit-il, si Claude est mort en état d'ivresse. C'était important d'avoir la vision de John Hallyday. D'ailleurs, quand il a fait son livre critiquant un peu Claude François, on doit quand même essayer de démystifier aussi le personnage de John Hallyday qui était lui-même très contradictoire comme France Gall, expliquant parfois du coq à l'âne ou parfois de la lumière aux ténèbres. Non, en réalité, si nous revenons dans les faits historiques du passé, John Hallyday n'était pas du tout un vrai ennemi de Claude François, ni un vrai rival authentique. Claude le rencontrait, il y avait quelques vacheries qui se faisaient entre les deux idoles, leur garde du corps crevait les pneus de voiture, il y avait une petite haine qui s'était installée parfois, je m'excuse, parce qu'à chaque fois que je fais mes émissions, je sors de mon repas de midi, ou de mon déjeuner, donc je m'excuse. Et donc, John Hallyday explique qu'il ne comprend pas, pour expliquer les choses, la mort de Claude, et il va faire quelque chose de magnifique. Il va faire un geste, mais extraordinaire, qui a été caché, personne ne parle de ça aujourd'hui, je suis même pas sûr que dans son livre, de mémoire, il en ait parlé. Une très belle gerbe de fleurs le 11 mars, c'est-à-dire le 15 mars, va être portée sur sa tombe, mais achetée, nous le savons, entre le 11 et le 13 mars, peut-être 14. Le 15, cette gerbe de fleurs est portée dans le cimetière de Damois, où devait reposer Claude François, et il y avait écrit « Johnny et Sylvie, tes amis ». Mais aujourd'hui, plus personne ne se souvient de cela, même pas Michel Drucker. On s'étonnera qu'il n'a pas le souvenir de ça alors qu'il a visité le cimetière. Et on s'étonnera que Sylvie Vartan n'ait jamais parlé de cette couronne de fleurs, Johnny et Sylvie, tes amis. Vous voyez, Marc Harriman est en face de vous pour vous rappeler la vraie histoire de Claude François et tout ce qu'il y a de plus secret et de plus caché. Et vous pouvez joindre Sylvie Vartan, elle vous confirmera, alors ou c'est sa volonté ou ce fut la volonté du couple, qu'ils ont effectivement acheté une très belle couronne de fleurs et déposé cette couronne, peut-être par des intermédiaires, dans le cimetière le 15 mars, le jour de son enterrement, de la mort de Claude François. Alors merci John Hallyday et merci Sylvie Vartan de votre beau geste, car je pense que si Claude n'était pas mort quelque part, il vous remercierait quand même de cela. Ça serait la moindre des choses. Mais dans cette émission, on aborde la suite de la précédente qui parlait d'un canular. Michel Drucker parle à Claude François le 11 mars. Il explique que les travailleurs sont syndiqués. Claude, dépêche-toi, fais-moi pas un mauvais coup, j'ai besoin de toi pour cette émission, j'ai pratiquement personne, et sans toi, l'émission n'aurait pas le même succès, la même valeur, parce que Claude représente un audimat à l'époque qui est très important, de plusieurs millions de Français.
Et Michel Drucker, qui pour conserver son poste de travail et continuer de renouveler ses contrats auprès des télévisions françaises, avait besoin toujours que l'audimat soit en flèche. Alors peut-être a-t-il d'ailleurs un peu joué sur l'audimat en se disant on a besoin de Claude François avec Rémi Grimbach qui organisait l'émission, on a besoin de lui, comme ça on aura un taux d'audimat au moins stable et on passera à travers le filet et de la censure et évidemment le filet de la suppression de certaines émissions. On était dans une époque où les chaînes de télévision supprimaient les artistes, supprimaient aussi les émissions de télé qui pouvaient à tout moment fermer leurs portes. Et l'angoisse de Michel Drucker était de perdre son rendez-vous du dimanche, qui a été une émission populaire, comme les émissions de Mariti et Gilbert Carpentier, qui ont été très 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 populaires. Lui ne voulait pas perdre les rendez-vous du dimanche. Moi, j'en ai un excellent souvenir. J'ai diverses émissions de Claude François, les rendez-vous du dimanche, que vous n'avez pas. J'ai ces émissions en intégralité que j'ai ici chez moi, que j'ai converties en DVD, puisqu'il n'existait pas en DVD. À partir de bandes analogiques de très haute qualité, j'ai donc ces émissions en DVD. Qui n'ont d'ailleurs jamais, et non, elles n'ont pas, enfin Claude François Junior, son fils, aurait pu sortir ces émissions en DVD, elles sont en très bon état, mais nulle part on a vu ces rendez-vous du dimanche. On aurait pu, pour ces rendez-vous du dimanche, prononçons bien, proposer pratiquement l'intégralité en DVD, peut-être ça marcherait, qui peut dire. Mais les grandes chaînes câblées rachètent ces émissions, les diffusent, et après, évidemment, une fois qu'elle est diffuse, ces émissions ne sont plus accessibles dans les contenus DVD ou autres. Le 11 mars 1978, Michel Drucker insiste sur plusieurs éléments. Tout d'abord, il est inquiet, il a peur que Claude François ne vienne pas à cette émission. Il lui dit comme ça, tu vas pas me faire un mauvais coup. Puis, il va insister peut-être un peu trop d'ailleurs, expliquant que les travailleurs, c'est-à-dire les gens qui s'occupent de la télévision, qui sont dans cette émission, les rendez-vous du dimanche, qui étaient enregistrés un samedi pour être diffusés un dimanche, sont syndiqués. On ne doit pas dépasser certaines horaires, parce que, étant syndiqués, les heures supplémentaires ne sont plus acceptées, et surtout la chaîne de télévision française ne peut pas payer des heures supplémentaires, qui évidemment ne coûtent pas le même tarif que des heures en emploi simple. Donc Claude François a l'habitude d'être énormément en retard. Cette habitude, il l'a pris, peut-être un peu peur des attentats, un peu peur de tout ce qui lui arrivait. Décalait-il ses rendez-vous et puis improvisait-il une venue, parfois par hasard, où dans Midi Première, Daniel Gilbert expliquera que les derniers moments de la vie de Claude François pour travailler avec lui, c'était infernal. Il n'était jamais là. Il avait toujours du retard. Et il y a eu vraiment 6 mois avant sa mort où Claude a été, on va dire, indiscipliné, bien que je n'aime pas la discipline, parce que je trouve que la discipline est liée un peu trop au fascisme ou au nazisme, et tous ces gens qui sont disciplinés, le crâne rasé, tous ces militaires qui donnent des ordres et dont on ne peut pas les contredire, il y a un temps où ils donnaient des ordres pour mettre des gens dans des wagons. N'oublions pas ça, n'oublions pas l'histoire. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est Michel Drucker. Non, il a vraiment peur ce jour-là, on doit le dire, d'un mauvais coup. Il était très angoissé que Claude puisse prendre une mauvaise décision, c'est-à-dire complètement annuler cette émission. Cette émission, on doit le dire, elle n'était pas vraiment prévue. C'est ça le vrai problème dans l'agenda de Claude François. On nous dit que l'émission était prévue, qu'elle devait être faite. Alors, il y a en effet dans l'agenda de Claude François un écrit qui est apparu avec une générale à 16h. Malheureusement, l'écrit, ce n'est pas l'écriture de Claude François, mais l'écriture d'une femme. Les derniers moments de sa vie, Claude était entouré de plein de filles. Il avait un dictaphone, il dictait, et puis les filles reproduisaient tout ce qu'il disait verbalement.
Donc il écrivait pratiquement plus rien. Pour avoir vraiment l'écriture de Claude François, on doit revoir un très vieux document de 1960, qui est un document publié par Michel Lafon, où on découvre la vraie écriture de Claude François, qui est complètement penchée, qui est une écriture d'une personne âgée, et qui n'est pas du tout l'écriture des derniers jours de la vie de Claude, où j'ai vu que Fabien Lecoeuvre a publié plein de documents qui seraient écrits de la main de Claude François. Eh bien non, Fabien Lecoeuvre, les documents que vous avez publiés, ce n'est pas la vraie écriture de Claude François. On peut le prouver par les documents de Michel Lafon. La vraie écriture n'a rien à voir. C'est une écriture qui est plutôt laide, l'écriture de Claude qui est très penchée. Ainsi, il écrivait très peu en réalité. Même il écrivait avec sa plume parfois. Et d'ailleurs, je vous montrerai prochainement, j'ai conservé un petit document, un petit carnet qui appartenait à Claude François sur l'argent qu'il donnait aux Claudettes. Bon, c'était des forfaits de 250 francs, 300 francs pour 5 Claudettes. Elles gagnaient 50 francs chacune. C'est la vraie écriture de Claude François. Et en plus, toutes les Claudettes ont signé ce carnet, parce que Claude montrait un carnet, et puis il y avait le nom d'une Claudette, par exemple Peggy, ou Prisca, ou Borg, et la Claudette à côté devait signer de sa main. Donc je possède toutes les signatures de toutes les Claudettes, avec les prix et l'argent exact qu'il leur donnait. Un document à découvrir, la vraie écriture de Claude François, avec toutes les signatures des Claudettes. Ne ratez pas la suite de ces émissions, mais revenons quand même au sujet de cette présente. Dans cette présente émission, Claude François semble avoir quand même un petit problème le 11 mars 1978 parce que il rebute sur quelque chose. Il y a quelque chose qui semble le déranger, ou il ne veut pas faire l'émission et pense encore à ce qu'il avait dit à Michel que c'était une émission en trop et a du mal à prendre sa décision. Oui, il était peut-être tout simplement un peu indécis de faire cette émission puisqu'il ne voulait pas la faire. Et quand Claude ne veut pas faire quelque chose, il y a quelque chose en lui qui est très difficile à changer dans le personnage. On ne peut pas modifier son cœur, modifier ses sentiments, modifier son amour des gens aussi. Si Claude ne veut pas quelque chose, il se replie comme une tortue, entre dans sa carapace. Il n'y a que son entourage qui pourrait vous le dire, comme ses enfants. Et dans cette carapace, Claude peut y rester un certain temps. On dira même que dans cette carapace, il serait resté un demi-siècle caché. Après tout, pourquoi pas? Mais une chose est certaine, cette émission, visiblement, pose quand même un problème. Tout d'abord, elle a été contestée une première fois par le chanteur, qui refusera catégoriquement de faire cette émission. Non, non, Michel, c'est l'émission de trop, je ne la ferai pas, je suis déjà passé à Noël, trouve quelqu'un d'autre, je fais trop d'émissions avec toi, chaque fois je passe à la télévision, j'aimerais faire un peu autre chose. Non. Deuxième problème, Claude revenait d'une émission anglaise de la BBC, une émission de très 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 haut de gamme en Angleterre, et passer de cette émission extraordinaire de haut de gamme internationale à une petite émission locale de télévision française, c'était peut-être pas le bon moment et un peu trop tôt. Que les deux émissions soient séparées de quelques heures. Claude était quelqu'un qui avait besoin de jouir. Ne rigolez pas. De jouir... au sens de ressentir une jouissance, d'éprouver un sentiment continu d'une émission qui lui laisse un merveilleux souvenir. Il avait un merveilleux souvenir de la Suisse, cette émission à la P en anglais, PBC, et non BBC. On ne doit pas tout confondre. Il travaillait en effet pour une firme qui était voisine, qui est la PBC, qui est liée à la BBC. Pas exactement la même chose. Mais c'est une firme qui était voisine et qui avait donc octroyé le contrat de Claude François, frais payés, hôtel payé, tout était payé par l'Angleterre, dans une belle station de ski à l'Aiselin, imaginez
le rêve de pouvoir enfiler des skis, faire un peu de sport. Oui, Claude a pas passé son temps en réalité comme on nous a dit, parce que tout est assez faux sur sa vie, qu'il est parti 3 jours là-bas pour enregistrer 10 minutes de vidéo. Croyez bien qu'un homme comme lui passait pas 3 jours dans un pays pour faire uniquement 10 minutes de vidéo. Tout de même, quand on connaît vraiment Claude François et sa vie, on sait que cet homme-là ne se dérange pas quand tous les frais sont payés comme ça pour juste tourner quelques vidéos. Non, c'était une occasion extraordinaire pour lui de profiter de la station balnéaire, de la station surtout de ski. Ski, eh oui, de vacances. Vacances donc très très proches de toutes les stars du moment qui venaient tous se produire là-bas. Ainsi, Claude rencontre là-bas une personne, et ça n'a jamais été dit. On a parlé beaucoup de, de Charles Aznavour, de Carlos. Pourtant, il y a une personne où on n'a pas de photographie en Suisse. Le 10 mars 1978, le 9 mars, on n'a pas la photo de cette personne. C'est Demis Roussos qui se trouve en Suisse. Il se trouvait là-bas. Et Claude et Demis Roussos vont signer un autographe commun à un fan. Et d'ailleurs, dans cet autographe que j'ai de Claude François inédit, que vous n'avez jamais vu, et que je publierai, je vous rassure, nous voyons le dernier autographe de Claude François, le tout dernier qu'il a fait. Peut-être que même mon coco n'a jamais vu cet autographe, qui a été fait le 10 mars 1978, j'ai un petit doute sur le jour, et Demis Roussos et Claude vont signer le dernier autographe. Enfin, pas pour Demis, puisque lui vivra des années, mais Claude François signe son dernier autographe. Alors, Claude va marquer un mot, parce que tout est écrit de sa main cette fois-ci, on en est sûr, puisque c'est un autographe. Il va écrire que il est heureux d'être avec Demis Roussos. Donc c'est son ami égyptien qui était présent en Suisse. Quelque chose de très secret. Vous n'avez jamais vu le dernier autographe de Claude François. Alors restez dans ces émissions car il y a encore de belles découvertes à faire. Mais au-delà de ça, on est forcé de constater que Michel Drucker, son inquiétude est quand même peut-être très légitime. En effet, sur le plateau des rendez-vous du dimanche, enregistré un samedi, Michel est inquiet parce que Claude semble en effet un peu bouder cette émission et pourrait prendre la décision finalement de lui faire un mauvais coup de ne pas venir. Ce qui a été caché à l'époque, c'est que Michel Drucker était dans l'angoisse absolue. Il avait réellement peur que Claude ne vienne pas, parce qu'il avait annoncé à la production que Claude François serait là. Rémi Grimbach va alors téléphoner à Claude François. Oui, tout le monde est inquiet. Il téléphone à Claude François, lui explique qu'est-ce qu'il va venir, qu'il doit venir, c'est important, et tout sera professionnel comme Claude aime. Claude, c'est à ce moment-là qu'il explique à Rémi Grimbach que il va peut-être finalement venir à cette émission, qu'il ne s'inquiète pas, parce qu'il voyait que tout le monde le suppliait, mais il propose un costume. Quel costume veux-tu que je porte? Et Rémi Grimbach va leur sortir cette phrase très étrange. Écoute Claude, je trouve que le costume noir fait un peu deuil. Je préfère que tu portes le costume bleu électrique. Et là on retrouve le mot, le costume noir fait un peu deuil. Est-ce que c'est juste un hasard? Ou alors, comme Claude était très attentif à tout ce qu'on lui disait, a-t-il pensé à la mort et au deuil, et pourquoi pas à un enterrement possible ce jour-là, et pourquoi pas même une mise en scène de sa mort. Peut-être qu'en entendant ce mot, ça fait un peu deuil, aurait-il alors passé un coup de téléphone pour enfin mettre sa mort en scène comme il en avait parlé tant de fois, ou même en 1970, 8 ans plus tôt, il était question déjà de la mettre en scène, cette mort. Eh oui. Et Jean-Pierre Foucault admettra la vérité, qu'il a dû attendre des années avant que Paul Lederman, le producteur de Claude François, annonce que c'était prévu en 1970 que Claude François meure.
C'était prévu d'aller aussi loin. Un faux enterrement, des fleurs et tout ça. Tout était pratiquement OK, mais le directeur de l'hôpital, pour lui, était effrayé à l'idée d'une contre-publicité, une contre-production, et de faire fuir tous les clients de cet hôpital si une telle star y trouvait la mort. Et donc, dans cette phrase que Claude entend, que le costume noir fait un peu deuil, y a-t-il eu à ce moment-là, de la part de Claude, une mise en scène de sa mort? Est-ce que cette phrase a résonné comme un écho dans sa tête? Claude François, le costume fait un peu deuil, lui explique-t-il Rémi Gambach. Tu devrais porter le costume bleu électrique. Sylvie Mathurin d'ailleurs était là. Son habilleuse était venue avec 2 costumes. Et c'est Claude qui avait dit, bah écoute, Sylvie est proche de toi, tu as 2 costumes, tu choisis lequel. Alors à cette phrase, le costume noir, je préfère que tu ne le portes pas parce qu'il fait un peu deuil. Y a-t-il eu quelque chose qui s'est passé dans la tête de Claude François qui aurait pu, à ce moment-là, déclencher une sorte de logique en lui, de dire tiens, ça fait un peu deuil, et si maintenant ma mort je la mettais en scène? Combien de temps faudrait-il? Eh bien, pas très longtemps, un seul coup de téléphone pourrait même suffire. On sait que Claude était l'ami de prestidigitateurs, de magiciens, prestidigitateurs, oulala, de magiciens célèbres et populaires de ce temps-là. Il connaissait Gérard Majax, c'est pas rien. Et oui, Gérard Majax, mais il connaissait aussi d'autres magiciens. En France, on était débordé par la mode américaine des magiciens qui faisaient des tours impressionnants. Oh, ça n'aurait pas été si compliqué de couper le corps de Claude François en 2 sur un lit, de vous montrer un Maccabée, la tête même retirée, et de vous expliquer que cet homme était mort, et remettre la tête, et 5 minutes après, il pouvait réapparaître devant vous vivant. Pas si compliqué pour un magicien professionnel, quand un homme est allongé sur un lit de mort, de vous faire croire tout ce qu'on a envie de vous faire croire. C'est pour ça que la mort de Claude François, cette mise en scène, va être évoquée le jour même de sa mort. Que ce soit Elisabeth Berjac, que ce soit Marie-Thérèse, son attachée de presse, qui explique au téléphone, alors que le pompier lui a dit qu'il était mort, que Claude a du mal à prendre sa décision, qu'il va venir tout à l'heure, qu'il n'est pas mort, on doit démentir sa mort, que personne ne s'inquiète, Claude François n'est pas mort, et il a un peu de mal à prendre sa décision. À continuer ou pas. Et c'est bien là le problème. Devait-il continuer sa carrière ou la stopper? Il y a réellement eu ça de la part de son entourage qui a fait qu'à un moment donné, que ce soit Elisabeth Barjac ou tant d'autres personnes, ont dit que Claude François n'est pas mort, y compris dans les stations de radio, qui ont dit bon, il ne peut pas être mort parce que on a eu vraiment l'entourage immédiat qui nous a dit que Claude hésitait, qu'il n'était pas mort, qu'il allait finalement venir, qu'on devait démentir sa mort, et donc les émissions de radio immédiatement vont démentir la mort de Claude François. Expliquant en direct à la plupart des personnes, on vous dit que Claude est mort, soyons très prudents parce que nous avons eu de son entourage donc des informations très claires et par téléphone, il n'est pas mort, il prend sa décision, laissons-lui un petit peu de temps. Pourquoi les gens ont-ils dit le 11 mars que Claude François n'était pas mort? Ça vient déjà de Marie-Thérèse en personne. C'est son attachée de presse qui explique à la presse locale et même à plusieurs personnes que Claude n'est pas mort, qu'il n'a simplement pas envie de se déplacer pour le moment, qu'il a besoin de réfléchir et qu'il prendra sa décision dans la journée, mais qu'on ne doit pas s'inquiéter, la décision devrait être plutôt favorable et il va se présenter donc vivant dans les stations de télévision ou de radio. Ça fait l'effet d'une bombe quand l'entourage explique qu'il n'est pas mort, quand Marie-Thérèse l'explique et fait plusieurs démentis de la mort de Claude François. Non, non, il n'est pas mort, explique-t-elle. Alors qu'évidemment, elle a l'information formelle qu'il est mort et depuis un long moment. 40 ans plus tard, Marie-Thérèse va donner donc une version de ce quiproquo, quand même un quiproquo quand même très loin de l'être, expliquant qu'elle ne savait pas comment annoncer la mort de Claude François, et comme elle ne savait pas comment l'annoncer, eh bien, elle hésitait à dire qu'il était mort, et qu'elle préférait que quelqu'un d'autre en parle de sa bouche plutôt qu'elle.
Oui, c'est une version qui est assez valable, mais qui explique quand même pas certains éléments, comme le fait, non, il n'est pas mort, il va venir, vous inquiétez pas, il doit prendre sa décision, tout ça. Il y a des choses malgré tout qui ne s'expliquent pas dans le fait que si on ne veut pas annoncer la mort de quelqu'un, bien il suffit de dire, écoutez, je ne peux pas vous répondre à la question, on le réanime, alors on vous dira ça plus tard. Il y a des tas de moyens de passer, de répondre aux questions tout à fait autrement et d'une façon plus claire. C'est Marie-Thérèse qui est la première à dire que Claude François n'est pas mort. Et là, le problème, le schmilblick va se compliquer énormément. Il va se compliquer parce que le pompier, lui aussi, explique à ses supérieurs qu'il ne sait pas d'une façon sûre si Claude François est mort. Il explique que son électrocardiogramme est défaillant, qu'il annonce que Claude est mort, puisqu'il est plat, et que selon lui il est mort, mais il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr parce que cet électrocardiogramme a déjà très mal fonctionné, annonçant la mort de plusieurs personnes. Et pas que Claude François. Une deuxième personne va contester la mort de Claude François, cette fois-ci ça devient de plus en plus compliqué, quand sa mère se présente en soirée et explique au docteur Elbaz que Claude n'est pas mort, il a les mains chaudes, et que s'il était mort, il aurait les mains glacées. Plutôt que répondre « votre fils est mort », il lui fait absorber des médicaments, et puis, puisqu'elle continue encore dans cette voie qu'il n'est pas mort, il prend une seringue et lui fait une injection de force. Et d'ailleurs, toutes sortes de drogues seront administrées, y compris par Paul Lederman, qui le 15 mars, dans l'église d'Auteuil, va donner des drogues, et il sera même photographié à son insu. Il a bien caché son jeu, mais nous, on a publié la photo, où il drogue la mère de Claude François. Mais l'idée était de dire, regardez la petite vieille, elle est effondrée par la mort de son fils, regardez, vous avez vu dans quel état elle est? Eh oui, il est mort, Claude, c'est pour ça qu'elle est dans cet état. Mais on voit la photo, il lui donne de la drogue dans l'église d'Auteuil. Et donc, la mère de Claude François, dans son livre, va expliquer qu'elle a été droguée par Paul Lederman et le docteur Elbaz, et qu'elle a reproché à ces gens-là d'avoir fait ça, et que la mort de Claude François ne l'avait pas anéanti, elle n'était pas effondrée, c'est les médicaments qui l'avaient effondrée. Mais l'idée de ces médicaments et de l'effondrer a peut-être un sens de mise en scène caché. C'est Paul Lederman qui regarde, nous l'avons vu, il cherche les photographes. Regardez, elle est là. Elle est là. Regardez, faites la photo. Elle fait des yeux un peu. Des yeux un peu. Ah oui, la petite vieille, regardez, elle est effondrée. Hein. Allez donc, regardez dans quel état elle est. Il est mort, son fils. Eh oui, comment on peut douter que Claude est mort? Regardez, regardez. Regardez. Regardez, ouais, il est mort. Ah oui. Vous avez vu comme, dans quel état elle est, la mémé? Il est mort, faites les photos, et publiez surtout, qu'on y croit. Le problème est de savoir si tout ça n'avait pas été fait juste pour qu'on y croit. Et Coluche va rajouter une couche quand lui-même explique que Claude François n'est pas mort. Mais il attend que quelques jours après la mort de Claude pour expliquer que le chanteur n'est pas mort. Alors, comme Coluche est un poulain de Paul Lederman, ça va foutre un bordel total auprès des médias, des télévisions, les radios, quand Coluche explique, mais moi j'aimerais mettre ma mort en scène aussi bien que Claude François l'a fait. Alors quand il sort ça, là c'est quand même, ça fait exploser quand même l'histoire. Et pendant de nombreuses années, on parle de plus de 10 ans, régulièrement, on dira, bah, on savait que Claude François n'était pas vraiment mort et que c'était qu'une mise en scène. On le dira au moins 10 ans, et puis 10 ans après, la plupart des gens vont admettre que finalement il est peut-être vraiment mort, puisqu'on ne l'a jamais revu. Mais attention, Claude François avait un pouvoir extraordinaire. C'était une tortue, capable de rentrer dans sa carapace, peut-être même beaucoup plus qu'un demi-siècle. On n'a jamais parlé qu'il était une tortue et que parfois il se cachait dans sa carapace. Pourtant, c'était aussi ça, Claude François. On va voir une photo, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est intéressante, on la revoit à nouveau, si je pense vous l'avoir mis, mais des fois je ne suis pas sûr, je fais tellement de choses. Et puis cette émission, je l'ai enregistrée 2 fois, et la première prise ne m'a pas plu. Celle-ci, je pense, c'est la bonne. Alors on voit, c'est vrai, regardez, tout le monde salue de la main. Y a-t-il une mise en scène dans cette photo ? Y a-t-il une mise en scène? Parce qu'on est quand même étonné de voir Prisca, donc j'appelle Nadine,
salué comme Claude François, et puis Sandra, et puis Dany, et puis Claude, et on voit pas toute la photo, et Julie aussi. Regardez, c'est une photo également un peu mise en scène, quoi qu'on dise, car tout le monde salue de la même main en plus. Regardez, la main droite, tout le monde salue le photographe de la même main, c'est-à-dire la main droite. On pourrait se poser la question, cette photo est-elle une mise en scène? Claude était spécialiste de la mise en scène. Pourquoi tous la main droite? N'ont-ils pas quand même une main gauche? Il était accoutumé que Claude François était un metteur en scène et que presque tout était préparé dans ce qu'il faisait. C'est pour ça qu'on disait que Claude est un grand professionnel, parce qu'on a le sentiment que tout est naturel dans ses émissions, ou même dans ses performances, que ce soit de scène ou de télévision, mais si vous saviez tout ce qu'il y avait derrière, comme travail de répétition, les Claudettes répétaient 1h30 la même chanson, parfois. Claude arrivait, allez-vous danser pendant 1 heure? Oui, mais Claude, c'est dans 1 heure qu'on fait l'émission, c'est pas grave. Vous dansez la même chanson pendant 1 heure. Comme ça, vous n'oubliez pas vos pas de danse, tout est bien réglé. Et moi, dans 1 heure, je travaillerai avec vous. Mais souvent, quand même, Claude faisait les répétitions avec les Claudettes. Ainsi, il existe des films Super 8 de répétition. On peut trouver un film Super 8 de répétition de l'émission Music and Music, où Claude répète avec les Claudettes, il n'arrête pas, il n'arrête pas. On voit même une Super 8 où il y a Sylvie Mathurin et des gens qui le maquillent, etc., parce qu'il transpirait beaucoup. C'était trop réglé, c'était pas naturel. Quand on voyait un clip de Claude François, on se disait c'est naturel, il vient d'arriver, hop, il danse et tout. Parce que, évidemment, entre le moment où Claude quittait son fauteuil dans une émission et qu'il arrivait devant les Claudettes, c'était parfois coupé, c'était pas forcément en direct. Et donc, comme c'était coupé, en réalité, il y avait un décalage parfois d'1 heure ou même plus. Et donc, les gens ne pouvaient pas imaginer que tout était archi préparé chez Claude François. C'est pour ça que s'il y avait une mise en scène de sa mort, je pense, en toute franchise, qu'il aurait été pratiquement impossible pour son entourage de le deviner même de le savoir. Ça aurait été vraiment très difficile, très compliqué de savoir qu'il aurait pu avoir un canular de Claude François. Autre problème, ce jour-là, Claude est en ligne de téléphone avec sa sœur où il fait des canulars au téléphone. Il est dans l'ambiance du canular. Il aime rire, il aime faire rire, il aime les canulars. J'ai même publié une photo dans cette série d'émissions où Claude simule une mort par électrocution avec une applique qu'il tient dans sa main. Oui, son canular préféré, vous devez quand même le savoir, moi je vous le révèle, regardez cette émission intégrale puisqu'il y a plusieurs volumes que je publie sur YouTube. Regardez quand Claude François tient une applique, donc pas de salle de bain mais une applique électrique, et qu'il simule sa mort par électrocution. Il la simule ouvrant la bouche et tout. Une vraie simulation de mort. C'est terrible de se dire que c'était un de ses gags préférés, de mourir électrocuté. Alors, la mort de Claude François par électrocution, pratiquement, serait vraiment totalement impossible. Si on tient compte de cette photo que vous avez vue dans les précédentes émissions et pas les prochaines, on l'a vu que Claude simulait sa mort par électrocution. Une photo qui figure dans le fan club de Suisse, qui avait été publié mais longtemps avant sa mort. Et donc, son gag préféré, c'était la mort par électrocution. Et il n'arrêtait pas de faire ce gag. Les derniers moments de sa vie, il n'arrêtait pas de simuler sa mort par électrocution, et ça vous a été caché. Alors il faisait quoi? Il tenait une applique électrique dans sa main, il ouvrait grand sa bouche, il faisait des yeux d'un homme qui était mort, et il simulait donc sa mort par électrocution. Il va d'ailleurs faire une photo inédite, que j'ai publiée, cette photo, que Claude François Junior n'a pas publiée, ni Fabien Lecoeuvre. Oui, elle existe que dans le club fan de Suisse à l'époque. Donc une photo très rare. Et puis ils n'ont pas voulu publier cette photo parce que Claude simule sa mort par électrocution. Et ils ne voulaient pas mettre de doute dans la tête des gens que Claude François était mort, comme on nous le dit. Mais évidemment, quand on voit tout ça, on se dit, quand un homme, son gag préféré c'est la mort par électrocution et qui simule sa mort sur une photographie, on est quand même un peu choqué de se dire que l'histoire qu'on nous a racontée fut vraie même une seule seconde.
Je répète, on est quand même étonné de penser, de croire que l'histoire qu'on nous a racontée à l'époque fut vraie, même une seule seconde. Moi, j'ai jamais dit qu'il était mort, Claude François. J'ai même jamais pensé ça. Et je le pense toujours pas. Je pense qu'il peut y avoir une histoire dans l'histoire. On ne parle pas assez de ces doubles scénarios. Claude François avait de multiples vies. C'était un homme qui avait 2, 3, 4, 5 vies. Oh, admettons qu'il soit mort. Mais il est mort dans laquelle? Puisqu'il se décrit comme un personnage auprès de son entourage et de ses notes de service. Claude François est mort dans quelle vie? Celle où il vit avec Kathleen, un mannequin qui touche le paquet de pognon pour faire croire qu'elle est sa future femme? Celle où finalement il a un enfant secret avec une fille de 15 ans, qu'on découvre maintenant qu'il a une fille secrète, dont je parle très 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 peu. Pourquoi j'en parle peu? Parce que Claude ne voulait pas en parler, donc comme il ne voulait pas en parler, je n'en parle pas. Mais elle existe, on doit la respecter. Et puis tous les autres multiples vies qu'il avait. Il avait d'autres vies, Claude François. Il est mort dans laquelle? Est-ce que vous pouvez préciser dans quelle vie exactement il est mort? Puisqu'il était un personnage. Quel est le personnage qui est mort? Celui qui faisait croire à toute la France qu'il vivait avec Kathleen, qu'elle était sa future femme, qu'il faisait des photos, et que chaque photo apportait un paquet de pognon à ce mannequin, puisqu'il explique que c'est un mannequin professionnel, qu'on doit lui donner le paquet de fric, d'argent, pour jouer ce rôle. Il explique qu'elle joue un rôle, elle joue la fiancée de Claude François, il explique qu'elle joue un rôle, et elle doit être très bien payée pour ça, c'est exactement ces mots. Il est où dans la mort de Claude François le vrai personnage qu'il serait réellement mort ce jour-là? Il est où? En tous les cas, peut-être pas où on pense dans un cercueil. Mais ce qui nous intéresse dans cette fin d'émission, puisqu'on arrive à la conclusion, c'était une mission importante, qui éclaire un peu mieux sa mort, c'est l'aberration totale de l'histoire que nous racontent les hôpitaux de Paris. Les hôpitaux de Paris vont raconter alors à la presse, puisque c'est eux qui l'ont dit à la presse, alors que déjà ils ont un droit de réserve assez limité, on ne parle pas de certaines choses. On sait que ce jour-là, un pompier va répondre à Geneviève Leroy, alors que de toute façon, elle savait très bien qu'il était mort, puisqu'elle était sortie de son appartement. Mais elle jouera le jeu, fera comme si qu'elle n'était pas dans l'appartement, appellera ce pompier devant une autre personne sur l'émission de télévision. Elle appelle devant cette personne le pompier, alors que le pompier l'avait vue dans l'appartement, puisqu'elle était présente avec Claude François et l'a quitté, il était encore ou en vie selon elle, ou il venait de mourir. Mais selon l'emploi du temps et le timing, j'ai prouvé que Claude était mort au moins depuis 10 à 15 minutes. Et donc on est étonné que le pompier lui dit au téléphone « Eh oui, madame Geneviève Leroy, il est mort, Claude François ». Alors que ce même pompier l'avait vu dans cet appartement avec Claude François et qu'elle a forcément vu mort. Au niveau du timing, on en est sûr. Quel intérêt de lui dire ça au téléphone, à moins que ça soit une mise en scène, et que Geneviève a dit je vais vous téléphoner tout à l'heure. Surtout, confirmer que Claude est mort, comme ça j'aurai la preuve que j'étais pas dans l'appartement avec lui, mais à l'extérieur. L'important c'est d'avoir une preuve que j'étais pas avec lui, mais à l'extérieur. C'est si simple de fabriquer une preuve, un faux témoignage, ça se fait si vite. Mais prêtons aucune mauvaise intention à personne. Dans la mort de Claude, on serait quand même des peaux de vache. Moi, j'aime infiniment Marie-Thérèse, qui est très très belle, qui est une très belle femme, et je sais que tout ce qu'elle a fait pour Claude, c'est toujours pour le protéger. Kathleen, vous me direz ce que tu aimes Kathleen. Kathleen, moi je la vois pas comme vous. J'ai la lucidité du regard. Kathleen est un personnage public, un personnage people, un personnage d'argent, un personnage de presse. C'est un mannequin qui touche le paquet de pognon et qui vit grâce à sa série de photos et touche beaucoup d'argent. D'ailleurs, Claude explique, et je l'avais déjà expliqué dans une précédente émission, que si on lui donne 50 millions pour une photo, Kathleen doit toucher pratiquement la même somme, c'est-à-dire un tout petit peu moins que lui, mais qu'il estime qu'elle doit toucher autant que lui pratiquement. Alors, combien a-t-elle touché dans la mort de Claude François pour son enterrement, par exemple? Soyons un peu des peaux de vache.
parce qu'elle a fait des très belles photos dans son enterrement. Elle a touché combien de pognon, combien de billets de banque pour s'afficher dans cet enterrement si Claude François n'était pas mort? Combien d'argent elle a touché pour jouer sa future femme? Et combien d'argent aurait coûté les photos de mariage qu'on a expliqué que François avait décidé de faire une série de photos qui n'a jamais été faite finalement? Au prix où elle demandait Kathleen, peut-être qu'il n'avait plus les moyens de payer. Mais combien aurait coûté des photos de mariage, ou même de faire croire à toute la France que Claude François était marié? Combien serait coûté aux entreprises Flèche? Et puis Claude François a-t-il été marié une seule fois? On parle qu'il a été marié avec Jeannette Woolcott, Edith Woolcott, mais il existe des mariages à l'étranger, des mariages aux États-Unis. Il a lui-même voyagé aux États-Unis. Et si Claude François avait été marié aux États-Unis secrètement avec quelqu'un que vous n'avez jamais connu, et qu'il était un homme marié, casé en 1977, et qu'il avait une femme secrète dont personne n'a jamais entendu parler, je vous parle d'un mariage étranger qui a donc non été validé en France. Êtes-vous sûr que Claude François a eu qu'une seule femme dans sa vie? Êtes-vous sûr qu'en 1977, Claude n'était pas marié déjà avec quelqu'un? Moi, j'ai une photo de mariage de Claude François, inédite, où il n'est pas marié avec Kathleen. Il est en non pas 1977, 1968 ou 1969, il est marié avec une femme. Cette femme est brune, un peu arrondie de visage et très belle. C'est sa femme secrète. On n'a jamais parlé de la femme secrète de Claude François, de son mariage de 1968 ou 1969. Oui, Claude François s'est marié avec quelqu'un, et c'est un mariage à l'étranger qui a été ultra secret. Il n'existe qu'une photo de cette époque-là, et Claude avait épousé une femme à l'étranger dont il était tombé amoureux. Et comme elle voulait le mariage où il n'y avait aucun moyen de conclure ni sexuellement ni sentimentalement l'amour avec elle, il se serait marié à l'étranger. Du moins, je possède une photo. Évidemment, son mariage à l'étranger n'a jamais été rendu public et n'est pas connu même du ministère français. Et oui, en 1977, il était possible d'épouser des personnes à l'étranger. Moi, regardez, je ne suis pas marié. Je suis Marc Harriman. Je ne suis pas du tout marié. Mais si je me marie aux États-Unis, je ne suis pas dans l'obligation de faire valoir en France que je suis marié en Amérique. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y en a aucune. Le mariage américain n'a rien à voir avec le mariage français. Rien à voir. Je peux me marier au Japon avec une japonaise. Je peux épouser une japonaise. Il n'y aura jamais aucune ligne qui sera écrite en France. Ni au ministère, ni rien, même pas dans l'état civil, rien du tout. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre combien il avait de vie, Claude François. Puisque dans une vie, il n'était plus marié en 1977. Dans une autre, il s'était marié à l'étranger avec une belle brune un peu grassouillette. Elle était dans une robe blanche, lui un costume noir. C'est 1968 ou 1969. C'est pas France Gall, c'est une autre personne dont il était très amoureux. Une fille qui, visiblement, il l'a rencontrée un petit peu avant la mère de ses 2 enfants. Est-ce que Claude François aurait été même jusqu'à faire des enfants pour jouer encore un personnage? On ne va pas dire cela parce qu'il aimait vraiment, il cherchait une femme qui puisse avoir des enfants. On ne sait pas si cette femme avec qui il a été marié à l'étranger dans un mariage très secret, elle pouvait avoir des enfants, peut-être pas. Ainsi, on pourrait comprendre que même marié à l'étranger, il est désiré avoir des enfants en France avec Jeanne-Marie Forêt. C'est important pour un homme d'avoir des enfants. 1, 2 ou plusieurs. Ce mariage à l'étranger, non, personne ne le sait que Claude a été marié à l'étranger. J'ai une photo inédite de mariage de Claude François à l'étranger. En 1977, il était déjà marié depuis plusieurs années. Il avait une femme, il était marié avec elle depuis pratiquement 10 ans. Ça, c'est très secret, son mariage à l'étranger qui n'a jamais été révélé. Mais qu'est-ce que pourrait dire Claude François s'il n'était pas mort et s'il était devant cette caméra, que, au fond, il n'a jamais été qu'un personnage? Dans une histoire, Claude François est mort. Dans l'autre, il se marie avec un mannequin Kathleen, mais pour toutes les photos, il lui donne le paquet de pognon car elle joue qu'un rôle, le rôle de sa fiancée. Dans une autre vie, en réalité, il est complètement marié à l'étranger avec une très belle brune, qui était un peu plus petite que lui,
des cheveux coiffés, très mode d'ailleurs, très belle, en robe de mariée blanche. Je crois que c'est un mariage ou de 1968 ou de 1969, mais à l'étranger. C'est pas un mariage français. Donc il n'a jamais été relaté dans la presse française, même pas à l'étranger. C'est un mariage secret. Il avait de multiples vies, Claude. Il avait de multiples vies, et ça on l'a pas compris le jour de sa mort. Qu'il n'y avait pas qu'un seul Claude François. Il y en avait plusieurs en un seul. Surtout ne rigolez pas, mais je crois que si Dany tu es là, si je te disais qu'il y avait plusieurs Claude François en un seul, surtout ne rigole pas. Hein. Si je te dis qu'il y avait plusieurs Claude en un seul, quand même tu me crois. Moi tu me crois. Oh, il y avait quand même plusieurs Claude François en un seul, Dany. Ou même je m'adresse à Prisca. Il y a toujours eu plusieurs Claude en un seul. Hein. Il était tantôt gentil, tantôt méchant, tantôt fou, tantôt schizophrène, tantôt tout à fait équilibré. Jouait-il le personnage d'un schizophrène? Était-il finalement un grand acteur et derrière sa carapace de tortue où il se rangeait parfois à l'intérieur et observait tout? N'a-t-il pas observé sa mort de l'intérieur de sa carapace de tortue? Je le vois très bien en tortue, Claude François, observant de nombreuses années sa mort. Tiens, lui dit du mal de moi, ça je le savais. Ah, tiens, elle a dit du bien, tiens, ça j'aurais jamais cru ça. Et la tortue observant, et tout d'un coup, hop, la tortue sort, et on voit la tête de Claude François qui est absolument pas mort. Et alors, mes enfants, comment allez-vous? Et si la vraie histoire, c'était que le personnage réel de Claude François n'était pas mort? C'est pour ça qu'on a abordé cette émission du personnage réel, car le personnage réel est peut-être celui qui n'est pas mort, et que tous les autres n'ont jamais existé. Mais il demeure quand même un point d'interrogation qui est quand même le plus choquant, le plus fort et le plus énigmatique. C'est même pas la version des témoins, c'est même pas la version de Kathleen. Toutes ces versions, on l'a vu dans les précédentes émissions, n'ont aucun sens et ne tiennent sur rien de réel. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la version de l'hôpital. L'hôpital vont expliquer le 11 mars 1978 qu'il n'avait pas une seule ambulance de disponible pour sauver Claude François, quand nous savons les directives du général de Gaulle, les directives de Pompidou, les directives de Giscard d'Estaing. Nous avons tous les, si vous voulez, tous les éléments ministériels pour prouver qu'il y a toujours énormément d'ambulances de secours. Elles sont de secours pour les attentats terroristes, de secours pour les enfants qui ont des malaises dans les écoles, ou des malaises cardiaques ou autres. On est samedi, c'est un week-end, on doit avoir plusieurs ambulances le week-end. Le week-end, il y a beaucoup plus d'accidents de route, parce que tous les gens partent. Et donc on a forcément beaucoup d'ambulances qui sont mobilisées et prêtes à prendre la route pour les accidents de route qui sont beaucoup plus importantes le samedi et le dimanche. Ainsi, quand on connaît les directives ministérielles, on ne peut pas croire une seule seconde que la version de l'hôpital est vraie. Elle ne peut même pas être vraie. Quand l'hôpital explique qu'il n'y avait pas une seule ambulance, c'est 100% impossible. Ce n'est pas une histoire réelle qu'on nous raconte. Parce que dans les directives très précises, et qui étaient plus que précises, élaborées par 3 présidents de la République, le samedi, le week-end, samedi et dimanche, on a toujours plein d'ambulances de disponibles, de sécurité, à cause des accidents de la route, notamment. Ainsi, nous pouvons savoir à cela et à toutes les directives ministérielles que la mort de Claude François est 100% bidon, même de la part de l'hôpital, qui ne peut pas expliquer qu'elle n'avait pas une seule ambulance un week-end. Jour de pointe du samedi-dimanche, où les gens partent de Paris à la campagne, où il y a un nombre d'accidents qui est multiplié tous les week-ends, et le seul jour où il n'avait pas une seule ambulance le week-end, le seul jour, sur 10 ans, sur 10 années précédentes, le seul jour où l'hôpital n'avait pas d'ambulance, un week-end, samedi et dimanche, où le samedi et dimanche, il y a plein de voitures, plein d'accidents, plein de problèmes, où il y a toujours des ambulances le week-end. Sauf si l'histoire qu'on nous a racontée est fausse,
et que tout ce qu'ils nous ont dit n'est jamais arrivé, et que tout est faux, y compris de la part de l'hôpital. Que l'hôpital joue aussi une mise en scène. Ah non, on n'a pas d'ambulance. Vous vous poserez aucune question, vous n'êtes pas intelligent, vous ne connaissez pas les directives ministérielles. On est en plein week-end, samedi et dimanche. Personne ne se posera de questions, tout le monde part à la campagne, il y a un nombre d'accidents multiplié le week-end, on a toujours des ambulances, c'est les directives de l'État et du ministère de la Santé. Mais ce jour-là, dans la mort de Claude François, on n'avait pas une seule ambulance. Et surtout, pas un seul accident, pas un seul attentat, pas un seul problème à Paris qui aurait justifié que toutes les ambulances soient mobilisées vers un point précis. Les législatives ne peuvent pas mobiliser l'intégralité des ambulances le week-end, samedi et dimanche. Ça, c'est impossible. Car le samedi et dimanche, il y a tant de gens qui partent à la campagne qu'il y a des directives précises auprès des hôpitaux de Paris. Et donc alors nous savons que tout est une mise en scène de la mort de Claude François et que tout ce que nous a dit l'hôpital n'est pas vrai, ne peut pas avoir existé. Ce n'est pas vrai au niveau ministériel où on peut le prouver, au niveau des directives, au niveau de 3 décisions de président de la République. L'hôpital nous raconte n'importe quoi, que ce week-end-là, il n'avait pas d'ambulance. En 10 ans précédentes de cette histoire, sur 10 ans précédents, la seule fois ils n'ont eu aucune ambulance et dont ils n'ont aucune explication, c'est le jour de la mort de Claude François. On est étonné que ce jour-là, Paris n'a pas d'ambulance, alors que tous les week-ends, des milliers de Parisiens partent en vacances et qu'il y a un nombre d'accidents multiplié par 10. Et que ces ambulances sont là pour intervenir. Une ville de 2 millions d'habitants sans ambulance le jour de la mort de Claude François, ça sonne faux dans cette histoire. Ça sonne la mise en scène même de la part de l'hôpital. On pourrait croire que rien n'est vrai, mais même que l'hôpital, tout ce qu'il nous raconte est faux. Comment un hôpital laisserait un électrocardiogramme sans entretien technique? Comment on confierait un électrocardiogramme à un pompier et qu'on laisserait alors qu'il y avait déjà eu des rapports précédents qu'il ne marchait pas cet électro? Quel intérêt de le laisser, sauf si l'intérêt de le laisser est de faire croire que Claude François est mort à ce pompier? À très bientôt sur YouTube.